Bonne année. Merci d'être venu. Les Canadiens et Canadiennes sont en train de souffrir avec les taux d'inflation parmi les plus élevés en 40 ans. Les taux d'intérêt qui augmentent plus rapidement que dans l'histoire moderne. On a des jeunes, des étudiants qui doivent vivre dans les centres d'hébergement pour les sans-abri lorsqu'ils font leurs études à cause des coûts de logement. On a 1,5 million de Canadiens qui ont dû aller à une banque alimentaire dans un seul mois à cause de l'inflation alimentaire. On a des gens qui sont allés aux banques alimentaires, pas seulement pour nourrir, mais aussi pour chercher l'aide médicale à mourir, non pas parce qu'ils étaient malades, mais parce qu'ils étaient trop pauvres et la vie est devenue trop misérable. Qu'est-ce qui cause cette souffrance? Mais évidemment, le coût du gouvernement augmente le coût de la vie. Les déficits inflationnistes de 500 milliards de dollars ont augmenté le coût des biens qu'on achète et l'intérêt qu'on paye. Le gouvernement dit que ces dépenses-là étaient nécessaires, et en partie c'est vrai, mais il y a beaucoup de gaspillage. On a vu, par exemple, 40% des déficits dans les dernières 2 années n'étaient pas liés à la COVID. Et même les dépenses liées à la COVID sont en partie gaspillées selon la vérificatrice générale. Par exemple, l'application ArriveCan était 50 millions de dollars. Beaucoup plus que ça devrait être fait. En fait, il y a des experts en technologie qui ont dit que ça aurait dû coûter 300 000 $. Et même cette application n'a pas fonctionné. Cette semaine, on a appris aussi d'autres gaspillages, des contrats de 66 millions de dollars pour l'entreprise liée aux libéraux McKinsey. C'est 30 fois plus élevé que le montant que le gouvernement conservateur a versé à cette entreprise-là. Et pourquoi? On ne sait pas. Il y a des fonctionnaires qui ont dit aux médias qu'ils ne savent même pas ce que les contribuables ont reçu pour ces dépenses-là. 25 millions de dollars pour le ministère de l'Immigration, même si ce ministère a 2,1 millions d'immigrants qui attendent pour être traités par le système. 1,2 million d'immigrants attendent plus longtemps que le temps prescrit par les règles. C'est une entreprise soi-disant de gestion. C'est une entreprise qui devait expliquer aux fonctionnaires comment gérer leurs opérations. Donc, pourquoi est-ce que le ministère qui a payé 25 millions de dollars pour les services de cette entreprise est tellement incompétent et incapable de servir les gens qui font leur application pour devenir des citoyens et les résidents permanents? Aussi, il y a des questions d'influence d'une multinationale. Une multinationale qui est le sujet d'une enquête criminelle en France et qui a dû payer des pénalités pour leur rôle dans la crise des opioïdes qui a tué beaucoup de monde ici en Amérique du Nord. Et finalement, l'ancien directeur de cette entreprise a reçu la nomination d'être ambassadeur en Chine après toutes ces controverses qu'on a vues liées à cette entreprise-là. C'est la raison pour laquelle les conservateurs annoncent aujourd'hui qu'en collaboration avec les autres partis de l'opposition, nous forçons une enquête au Comité des opérations gouvernementales pour connaître tous les détails de ces contrats d'au moins 66 millions de dollars. Et aussi pour mieux connaître l'influence que cette entreprise-là joue dans le gouvernement libéral. Justin Trudeau a causé la misère dans laquelle les Canadiens se trouvent. Les gens ne peuvent même pas payer leurs factures et il y a des entreprises liées aux libéraux qui reçoivent des grands contrats, des dizaines de millions de dollars. Donc, c'est le temps pour l'imputabilité. Un gouvernement Poilievre et un gouvernement conservateur sera imputable. On va contrôler les dépenses. On va faire en sorte
que l'argent dépensé va bénéficier monsieur et madame tout le monde, et aussi, on va nous assurer que les Canadiens reprennent contrôle de leur vie et leur gouvernement en éliminant l'influence excessive des multinationales et en bien dépensant notre argent pour avantager monsieur et madame tout le monde. Une enquête parlementaire, est-ce que ça prendrait une enquête publique? Mais une enquête parlementaire sera publique. Donc, je pense que... Vous comprenez ce que je veux dire par enquête publique, là, un peu à l'image de la commission Rouleau, toute autre enquête, le scandale des commandites, ce genre de choses-là? C'est une bonne question. Je pense qu'au début, on va commencer avec un comité parlementaire. Le comité des opérations gouvernementales va, en premier, la motion que nous allons déposer va obliger le gouvernement de rendre public tous les documents, tout le bilan du travail, tout l'argent impliqué, toutes les conversations, tous les textos, les courriels et tout ça sera obligé d'être public à cause d'une motion que le Parti conservateur va déposer au comité. Et dépendant de ce qu'on apprend, peut-être il va être nécessaire d'avoir d'autres enquêtes pour nous donner la vérité. Bien, il va falloir que j'explique pourquoi, d'ailleurs. Mais faisons les choses en l'ordre. Permettez-moi, au nom de tout ce beau monde-là, incluant ceux qui ne sont pas là, de vous souhaiter une fort belle année. On va travailler fort, fort, fort pour qu'il y ait un peu de mouvement, un peu d'action, puis qu'on la finisse en meilleur état qu'on l'a commencé. Je suis en compagnie de plusieurs de mes collègues dont je vous épargnerai l'énumération parce que les dossiers de chacun et chacune d'entre eux sont interpellés par, appelons-le de façon générique, l'affaire McKinsey. Mais d'entrée de jeu, je vous dirais que ce n'est pas un enjeu de sympathie ou pas pour McKinsey. Ce n'est pas ça l'enjeu, ce n'est pas ça notre sujet. On a tous lu les mêmes affaires. Je salue d'ailleurs le travail des journalistes dans le dossier qui nous ont probablement permis d'animer plusieurs conversations d'antichambre sur la bête, mais ce n'est pas notre propos. D'abord, en effet, comme le disait M. Poilievre il y a une heure, il y a une volonté que le comité responsable fasse ce qui est expressément son travail en de telles matières, c'est-à-dire disposer de l'entièreté des informations afin de bien comprendre, ne serait-ce qu'en termes de coûts et de processus d'octroi, ce qu'a été la dynamique entre la multinationale américaine McKinsey et le gouvernement canadien pour qu'on arrive à une somme qui serait à ce stade-ci de 84 millions de dollars, avec de surcroît des contrats ouverts, et mine de rien, jusqu'en 2100. C'est quand même commode. Comment on en arrive là? Et ça, c'est bien sûr le travail du Comité des opérations gouvernementales d'aller au fond de ça. On a identifié un certain nombre d'enjeux. Il y a d'emblée, je le mentionnais, l'enjeu des coûts. Les contribuables qui paient déjà pour la fonction publique et qui paient aussi pour des ministres se trouvent à payer une deuxième fois pour des gens à qui on demande de se substituer à la fonction publique et qui plus est aux ministres, au gouvernement en matière d'établissement d'orientation du gouvernement. Il y a l'enjeu du processus d'octroi, avec appel d'offres, sans appel d'offres, enjeu d'autant plus singulier lorsqu'on observe, en effet, le nombre de contrats ouverts. Un contrat dont on ne connaît pas l'objet, le coût et la durée effective avant la fin du siècle. Moi, je ne caresse pas l'espoir de voir la fin de ça. Je ne pense pas me rendre en 2100, mais on n'est pas nombreux. Drôle de procédé qui soulève à son tour des enjeux considérables en termes de transparence. Et sans vouloir jeter la pierre à personne, on met rarement le mot « transparence » et McKinsey dans la même phrase. Le gouvernement n'a pas à se prêter à cet exercice-là. On a une grave préoccupation sur les expertises. Qu'un gouvernement, quel qu'il soit, puis McKinsey a quand même des clients hautement prestigieux à l'échelle internationale aussi, ça va jusqu'à l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé.
qu'on fasse appel à de la sous-traitance pour compléter l'expertise d'un appareil d'État ou d'un appareil public, je comprends. Mais qu'on remplace l'expertise, qu'on se substitue à l'expertise, ou même à la limite, potentiellement, qu'on écarte l'expertise d'une fonction publique pour dicter des règles et des pratiques, c'est discutable. Il y a l'enjeu, à cause d'une association dont il faudra mieux connaître le fond, sur le Century Initiative, donc cette idée d'avoir 100 millions de Canadiens à la fin du siècle, à laquelle d'autres partis ont aussi adhéré, assurément pas nous, qui est un peu le parent, l'idée génitrice de celle d'avoir 500 000 immigrants par année en 2025 et qui était à l'origine du 450 000, qui date de plusieurs années déjà. Là, on est dans l'orientation gouvernementale. On est à la limite dans l'idéologie. On est dans quelque chose qui a un impact important. Important pour le Québec singulièrement. Il y a une gestion purement démographique à faire de ce type de projet. Il y a ce débat qu'on a eu à la fin de 2022, l'enjeu du Québec qui soit accueille et essaie d'intégrer un nombre de nouveaux venus beaucoup plus important que notre capacité à le faire, ou soit qu'il s'y refuse et voit son poids à l'intérieur de l'ensemble canadien ratatiné comme une peau de chagrin. S'il l'accepte, c'est le français qui, bien sûr, passe à la trappe avant ce fameux 2100. Il y a aussi un enjeu important qui retombe sur la table du gouvernement du Québec, qui est ces gens qu'on doit accueillir décemment et de façon humanitaire, parce qu'on parlera de l'échec par la suite. Mais ces gens-là, il faut leur donner des services en éducation, en garde, santé, logement, en pleine crise du logement. Donc, il y a un enjeu. Il y a un enjeu qui est important ici, auquel il faut faire face en termes de pure gestion du bien commun. Alors, on peut arriver à faire le bilan. Le bilan, c'est 2 millions de dossiers en retard chez les demandeurs d'asile. Le bilan, c'est des milliers, des dizaines de milliers de dossiers envoyés à des fonctionnaires qui ne travaillent même plus. Le bilan, c'est des services frontaliers qui ne gèrent pas de façon adéquate. Et c'est un euphémisme, le dossier du chemin Roxham. Autrement dit, cette association où on aura de la misère à distinguer qu'est-ce qui fait le bruit, est-ce que c'est le bâton ou est-ce que c'est le tambour, là? Cette association entre le gouvernement et la firme McKinsey donne à date des résultats au mieux pitoyables. Est-ce que c'était une si grande idée que ça? Maintenant, je présume que les gens de McKinsey ne sont pas fous. Ils savent très bien que si on leur offre ou si on leur permet de demander des conditions incroyables, le secret, pas d'appel d'offres, des sommes faramineuses, remplacer l'appareil d'État, intervenir au niveau idéologique ou au niveau des orientations de l'État, ils seraient fous de ne pas le prendre. Alors, ils le prennent. Les questions que ça soulève pour nous, ce n'est pas sur la firme multinationale, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement du Canada a cédé ses prérogatives par contrat à une entreprise privée étrangère. En quoi est-ce que ça sert le bien commun? Non seulement une sous-traitance des orientations, mais une sous-traitance de l'exécution à bien des égards. Et le vrai monde qui nous regarde, ils se disent, OK, j'ai élu un gouvernement à qui je verse de façon importante des taxes et des impôts, et ce gouvernement sous-traite sa job à une entreprise privée qu'il paye au bas mot pour l'instant 84 millions de dollars. Le citoyen normal paye 2 fois, et dans la deuxième fois où il paye, il y a une partie qui s'en va en profit pour une entreprise plutôt que d'être consacrée aux services publics et aux biens communs. Alors évidemment, il faudra que le comité se penche sur le détail. Puis notre demande, elle est claire. L'entièreté des contrats non caviardés. Cette pratique-là d'envoyer quelque chose comme la moitié d'une page blanche, l'autre moitié d'une page noire, ne sert pas la démocratie et ne rencontre pas les critères les plus élémentaires de transparence. Et si le gouvernement s'y refuse, en effet, comme on le mentionnait il y a plusieurs jours déjà, il
il faudra considérer l'hypothèse d'une enquête indépendante. Je ne crois pas que ce soit reçu avec beaucoup d'enthousiasme du côté du gouvernement, mais la reddition de comptes est une exigence fondamentale en démocratie. Nous allons maintenant passer à la dernière question, avec une question principale. Ça tombe bien. Une question de suivi. Tu peux y aller. Je suis tellement pressée. Qu'est-ce qu'on fait une fois, si vous avez vraiment ces documents-là non caviardés, qu'on apprend à qui on a donné cet argent-là, à quoi ça a servi, on fait quoi après? Ah ben, ça dépend de ce qu'on trouve. Imaginons que le gouvernement dépose l'entièreté des contrats non caviardés. Je ne sais pas ce qu'ils font avec les contrats ouverts, parce que là, il y a un enjeu juridique particulier, et aussi parce que McKinsey a tendance à avoir des clauses de non-divulgation costaudes dans les contrats, mais imaginons que le gouvernement nous remette ça, puis que tout est parfait. Ça a été bien fait, c'est justifié, on est heureux. J'entretiens des doutes, mais si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, et là, le gouvernement va devoir modifier ses pratiques, peut-être apporter des correctifs, assurément redonner aux fonctionnaires du ministère de l'Immigration les pouvoirs et l'autorité pour faire leur travail. Imaginez, avec 84 millions de dollars, combien on aurait engagé et formé des fonctionnaires compétents qui seraient là durablement. Mais vous demandez ça, mais le gouvernement va dire que c'est un contrat signé avec une entreprise privée. Là. Il ne voudra jamais dévoiler quelque chose qui a été signé avec une entreprise privée. Vous savez très bien, là, même si on fait une demande d'accès à l'info, on n'aura jamais ça. Je souscris entièrement à votre analyse à l'effet que le gouvernement risque de refuser. L'épée dans l'eau, votre demande? Si demander au gouvernement de rendre disponible aux parlementaires l'entièreté des contrats dans une situation qui a des airs un peu sulfureux ne fait pas le travail, bien, seulement là, c'est le Parlement qui ne peut pas faire le travail, c'est la démocratie qui ne fait pas le travail. C'est les gens qui devront se dire « Mais Dieu du ciel, pour qui a-t-on voté? On a voté pour quelqu'un qui a pris notre argent, nos taxes, nos impôts, nos juridictions, qui les a confiés selon des termes que nous ignorons à une entreprise privée qui, elle, est là pour, bien sûr, faire des profits et qui ne nous rend pas compte de ses choix. Il y a une chose qui n'arrivera pas à la multinationale, mais qui va arriver au gouvernement Trudeau, c'est de se retrouver devant l'électorat. Ils vont devoir rendre des comptes. Je ne suis pas convaincu que les gens soient heureux de savoir qu'ils payent 2 fois pour des services et qu'à la fin de la journée, ceux qui partent avec l'argent, c'est ceux qui vont faire des profits et non pas ceux qui doivent avoir des services. Vous en arrivez à 84 millions. Là. Moi, j'avais 66. C'était le 66 millions dont on avait parlé dans le texte de Radio-Canada, auquel s'ajoute un certain nombre de contrats qui ont été octroyés subséquemment. Et là, il nous manque encore, pour arriver au vrai chiffre, tout ce qui est en progression dans ce qu'on appelle les contrats ouverts, ce qui en soi est un peu une aberration. L'ampleur du recours à McKinsey qui vous fâche ou c'est le recours tout court à cette firme-là? Ce n'est pas le recours tout court parce que je ne me permets pas, quelles que soient des opinions personnelles ou des conversations de souper que je pourrais avoir ou des lectures qu'on a probablement eues en commun qui sont assez spectaculaires sur cette firme. Ce n'est pas notre travail de parlementaire. Notre travail de parlementaire, c'est de forcer le gouvernement à rendre des comptes. L'ampleur, elle est dans la pratique, elle est dans l'octroi, elle est dans le chiffre, elle est dans la sous-traitance d'orientation politique, à la limite d'orientation idéologique. Le chiffre n'est que le calcul de ce que ça a valu à date pour l'entreprise, cette sous-traitance des mandats du gouvernement, et l'importance de ce que les citoyens ont payé 2 fois, notamment à une entité qui n'est pas là pour servir les citoyens, mais qui est là pour servir ses actionnaires. Il va y avoir un travail au comité d'immigration, un travail en plus, je pense à M. Brunel-Duceppe. Est-ce qu'il va y avoir un travail en plus au comité d'immigration? À ce stade-ci, la demande de 106.4, c'est pour le comité des opérations gouvernementales, mais si les collègues qui sont ici y sont, c'est que je suis convaincu que ça risque de soulever des enjeux d'éthique, des enjeux d'immigration, on est déjà largement dedans, des enjeux en termes de défense, puis encore, il y aurait pu avoir notre collègue de Thérèse de Blainville, des enjeux au niveau de l'emploi. Il y a beaucoup d'enjeux liés à ça et ça pourrait se retrouver dans plusieurs comités, comme ça risque de meubler les périodes de questions lors de la rentrée. Moi, je dis depuis un certain temps déjà que pour des raisons de langue, des raisons de santé, des raisons d'enseignement, des raisons de logement, des raisons de pénurie de main-d'œuvre, le thème large et aussi rationnel que possible de l'immigration va être central. Et il apparaît que peut-être
une firme privée a été au cœur du travail du gouvernement canadien en matière d'immigration.